Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette 29e session, épisode d'Aventure de l'innovation. Nous sommes déjà en 2022, cette belle aventure continue et avec ce soir une thématique et une intervenante très très intéressante. Sandrine Collat a une double casquette en termes de formation. Elle est à la fois ingénieure et à la fois docteur en santé publique. Elle a une double casquette puisqu'elle connaît le monde des institutions réglementaires, en l'occurrence l'Agence du médicament, l'ANSM, mais également le monde version industrielle. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé justement à l'ANSM et avec qui j'ai beaucoup aimé travailler. Euh, Elle est donc partie vers de nouvelles aventures dont elle va peut-être vous parler un petit peu. Et ces aventures l'ont menée loin, puisqu'aujourd'hui, elle va nous parler de Toronto. Donc, vous voyez, on ne recule devant rien à l'Alliance pour vous faire des bonnes petites conférences. J'en profite pour remercier Sharzad Moradi qui, grâce à elle, encore une fois, on va réussir cet exploit de faire tourner cette histoire ce soir avec les moyens du bord. Donc, merci Sharzad. Et donc Sandrine va nous parler d'un sujet qui est de plus en plus d'actualité depuis ces dernières années et qui le sera de plus en plus, qui est l'utilisation des données pharmaco-épidémiologiques en santé publique. Vaste programme, ce qu'on peut dire, mais c'est un programme pour beaucoup d'entre nous, on ne comprend pas très bien de quoi ça parle. Or, tout repose sur la qualité de ces données pharmaco-épidémiologiques euh, pour bâtir, pour pouvoir avoir des données solides, confirmées, et faire que les études menées sur les produits de santé soient robustes. Sandrine est plutôt spécialisée, enfin elle a une grande expérience dans le monde des dispositifs médicaux puisqu'elle a travaillé en vigilance, en matériaux-vigilance, etc. Mais donc elle va nous donner des exemples plutôt de dispositifs médicaux, mais ses compétences vont sur tous les produits de santé. Donc, merci Sandrine et que la conférence commence. Du coup, Sandrine, Donc je dis c'est merci à à vous. Pascal de loin, mais pour Tout à fait. l'introduction. Ce sera transmis. J'espère vous transmettre un certain nombre d'informations intéressantes. C'est vrai que le sujet peut être vaste et résumer tout ça en 30 minutes, c'est une vraie gageure. J'ai pris un angle et j'ai pris un parti. Alors l'angle, c'est de vous montrer qu'il existe des données de santé ou données cliniques qui peuvent être utilisées à différentes fins. On verra lesquelles. Et le parti que j'ai pris, c'est d'essayer de vous faire des diapos qui vous seront communiqués dès demain, je crois, Sharzad, et dans lesquels vous aurez toute la matière pour aller avec des liens, notamment avec les sites d'intérêt. Donc, si vous voulez faire un peu de devoir à la maison après la conférence, c'est possible. Vous aurez tous les éléments. Et l'autre partie que j'ai pris, c'est de vous donner des idées, que vous ayez. On se quitte ce soir et que vous puissiez à plusieurs moments vous être dit « Ah mais oui, ça peut s'appliquer à ce que je fais moi ». Voilà. Donc si j'arrive à faire tout ça, eh bien, je considérerais que notre échange aura été réussi. Alors, l'angle que j'ai pris, c'est les applications des données de santé en pharmacoépie. Donc c'est un petit peu plus restreint que ce que Pascal a évoqué. Voilà, donc on va parler 4 aspects. D'abord, quel est le contexte de ces données cliniques? Quelles sont les sources de données possibles? Quelques exemples de cas d'utilisation, les avantages et limites de ces différentes possibilités, différentes options. Et puis un petit wrap-up pour finir, pour que vous ayez bien les idées claires en partant. Alors, les données cliniques, pourquoi? Pour la santé publique, c'est l'objet de cette présentation. Pour pouvoir documenter des décisions sanitaires de la part des autorités, mais aussi pour pouvoir alimenter des publications scientifiques qui vont servir de communication, qui vont servir de formation interne pour les industriels, ou pour les autorités sanitaires, ou pour les utilisateurs. Donc, à des fins vraiment d'utilisation par l'utilisateur final, ou via les autorités de santé. Mais la finalité ultime, c'est la santé publique, c'est la sécurité des patients, c'est l'efficacité des produits de santé. Alors, comme l'a dit Pascal, j'ai plutôt orienté dispositifs médicaux, mais évidemment, ce que je vais vous dire s'applique, alors les exemples sont dispositifs médicaux, mais tout ce que je vais vous dire à propos des données s'applique tout autant à tous les produits de santé
qu'ils soient dispositifs médicaux, médicaments ou autres. Si on fait un focus sur ces dispositifs médicaux, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un nouveau règlement et que, par conséquent, les obligations réglementaires sont quand même un petit peu renforcées avec ce nouveau règlement en matière de fourniture de données cliniques, on va l'appeler comme ça, à la fois en pré- et en post-market, puisque sous le régime des directives, une analyse ou une synthèse de la littérature et les investigations cliniques ad hoc pouvaient suffire. Aujourd'hui, dans le nouveau règlement, il faut les deux. Et puis, en ce qui concerne le post-market, la matériovigilance et un peu d'analyse de littérature, des analyses de tendance, donc trend assessment et quelques études cliniques post-market pouvaient suffire. Aujourd'hui, elles n'étaient pas systématiquement obligatoires. Aujourd'hui, ça l'est. Donc la matériovigilance, évidemment, est le socle, mais il faut également se tenir informé de ce qui se passe dans la vraie vie, avec une analyse de la littérature, évidemment, mais également de ce qui se passe sur ces produits, avec des investigations cliniques post-market et un suivi rapproché de l'utilisation en vie réelle des produits, et pas juste au moment où on les met sur le marché. Et en particulier, la notion d'équivalence qui existait et sur laquelle les industriels pouvaient se reposer auparavant, n'existe plus, ou peu en tout cas, et avec le nouveau règlement, l'utilisation de cette notion d'équivalence devient l'exception et non plus la règle générale. Donc ça a quand même des impacts très importants sur l'obligation de générer et d'utiliser de la donnée clinique, en particulier en vie réelle, dès qu'on est en post-market. Alors pourquoi les données cliniques? Pour une autre raison encore, c'est le remboursement par l'assurance maladie des produits de santé qu'on met sur le marché, et tout au long du cycle de vie du produit également, puisqu'on sait que les autorisations, les accords de remboursement ont une durée limitée dans le temps. Et donc, si on ne refournit pas aux autorités de santé les éléments probants quant à l'intérêt de ces produits, eh bien, on peut perdre le remboursement. Alors, je peux m'arrêter là? Est-ce qu'il y a déjà des questions ou pas? Je ne vois pas les mains qui se lèvent éventuellement, donc Charzad, je Il n'y a suis rien pour le aveugle de moment, ça. Sandrine. Ok, ça marche. Alors, les différentes sources possibles. Ce qui est important, c'est d'avoir des données cliniques qui soient de bonne qualité, Pascal l'a souligné. Alors, de bonne qualité en pharmacoépidémiologie, ça revêt plusieurs aspects. Il faut qu'elles soient évidemment fiables, qu'elles renferment les éléments dont on a besoin, à la fois cliniques, à la fois en termes de capacité à équilibrer des groupes de comparaison, ou en tout cas des groupes de patients qu'on souhaite comparer, sans avoir ce qu'on appelle de confusion. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, avec des données en vie réelle, puisque c'est ça dont il s'agit majoritairement ici, même s'il y a quelques études ad hoc, mais dans les données observationnelles, c'est-à-dire non interventionnelles, on ne peut pas mimiquer totalement et reproduire totalement ce qui se fait en essai clinique, randomisé. Et en particulier, c'est assez compliqué avec des données en vie réelle de pouvoir parler de causalité. Donc dire, voilà, l'effet que j'observe, il y a un lien de causalité avec le produit que le patient a pris, ou la patiente. Pourquoi? Parce que en vie réelle, c'est souvent multifactoriel, on n'a pas toutes les informations complètes et on peut être soumis à certains biais. Donc la qualité des données ne se réfère pas aux biais. En revanche, avec des données de bonne qualité, on peut réussir à s'affranchir de certains biais, par exemple les biais de sélection de certaines populations, les biais de prescription, on va prescrire plutôt tel médicament ou tel médicament en fonction du profil du patient. Ces éléments-là, on peut s'en débrouiller avec des méthodes statistiques, avec des méthodes mathématiques, à condition d'avoir les informations. Donc le nerf de la guerre, c'est vraiment les données et leur qualité. Alors, il y a plusieurs façons de recueillir des données, ou en tout cas de recourir à des données. Vous avez dans cette marguerite là différents types de façons de les recueillir et d'y recourir. Ici, vous avez, je vais vous donner quelques exemples après. C'est des exemples qui existent réellement et que vous retrouverez dans ce dont je vous parlais tout à l'heure, les liens que je vous fournirai. Pour pouvoir disposer de données en vie réelle, on peut faire appel à des cohortes pour lesquelles on fait un recueil de données ad hoc, c'est-à-dire prospectif, ou à travers des enquêtes. Et là, on recueillera effectivement les données dont on a besoin pour pouvoir répondre à la question scientifique que l'on se pose, pour pouvoir démontrer
les éléments qui nous questionnent. Un autre mode de recueil de données, si je vais me placer dans le sens anti-horaire, ce sont les registres produits. Donc, ils viennent soit des sociétés savantes, soit des fabricants eux-mêmes. Et dans ces registres-là, le recueil est également prospectif. En revanche, on n'a pas forcément, au moment où on a construit le registre, eu toutes les questions scientifiques en tête. Donc, il est possible, dans ce type de base de données, de sources de données, qu'un certain nombre d'informations dont on aura besoin pour répondre à certaines questions soient absentes. Auquel cas, il faut soit amender le registre et recueillir à partir d'une certaine date. C'est souvent ce qui se passe, hein, le registre est vivant, et donc on recueille un certain nombre de variables, un certain nombre de données à sa création. Et puis, on peut enrichir la liste des variables, des données qu'on recueille au fil du temps, à mesure que certaines questions scientifiques se posent. Alors, c'est le cas des implants cochléaires, du registre des implants cochléaires. C'est le cas du registre Vigimesh, qui est assez récent. C'est le cas du registre TAVI, donc les valves aortiques. C'est le cas du registre des prothèses de hanche de resurfaçage. Voilà, il y a un certain nombre de registres qui existent aujourd'hui et qui ont vocation à alimenter ce suivi des patients. Vous remarquerez que c'est pour la plupart des implants, même tous des implants, qui restent donc dans le corps des patients plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et donc, on peut imaginer qu'un certain nombre de questions qui ne se posent pas au tout début de la mise sur le marché de ces dispositifs-là peuvent se poser quelques années plus tard. Donc, le registre va permettre de recueillir ces données-là et on enrichira le recueil de données. Avec la modernisation et la multiplication de la e-santé, il y a aussi aujourd'hui pas mal de recours à des plateformes de données de santé, de biologie, ou alors la télémédecine, par exemple l'application MyDiaby, qui permet aux patientes ou enceintes et aux patients diabétiques d'avoir un suivi de leur glycémie, d'avoir un suivi de leur état de santé et de pouvoir avoir un certain nombre d'alertes et d'avoir un recueil en tout cas de leur état de santé quasiment au fil de l'eau. Et ça alimente des plateformes qui ensuite peuvent être requêtées. Évidemment, des logiciels implantables actifs ou certains logiciels métiers donnent exactement la même chose, donnent lieu à l'enregistrement de données assez massives. Et ici, je vous donnerai l'exemple du dispositif Implicity, qui donne lieu en ce moment à une très très belle étude avec une vocation de modèle prédictif d'événements cardiaques. Évidemment, des registres liés plutôt à des organes, donc soit les implants mammaires, soit des organes, soit des pratiques médicales ou chirurgicales, donc Epicard et Pitor, qui sont des registres de pratiques de chirurgie thoracico-cardiaque, qui peuvent aussi être des sources de données. Et enfin, quelque chose qui est de plus en plus utilisé également, c'est ce qu'on appelle les Electronic Medical Records. Donc en gros, lorsque les praticiens hospitaliers, les professionnels de santé font leur job et donc voient des patients, consultent des patients, prennent en charge des patients, ils complètent des dossiers médicaux et donc ces dossiers médicaux-là sont réutilisés entre guillemets, c'est-à-dire que les informations recueillies lors de la pratique de la médecine ou des médecines en routine, eh bien, un certain nombre de données cliniques sont recueillies, sont enregistrées, sont colligées, et donc ça peut être réutilisé ultérieurement, recueilli évidemment en routine prospectivement et réutilisé rétrospectivement pour répondre à des questions scientifiques. Un des exemples, c'est le PMSI, lorsque les patients sont hospitalisés. Et au milieu de tout ça, on a une autre énorme base de données. Donc là, on viendra un peu dans les détails aussi de celle-là, qui est le SNDS, donc qui est ce qu'on appelle, même si c'est complètement, c'est bizarre comme nom, c'est ce qu'on appelle les données de l'assurance maladie. Alors, elles n'appartiennent pas à l'assurance maladie, mais c'est des données qui servent au remboursement de soins à tout un chacun. Et donc, dès lors que vous présentez votre carte vitale, en gros, ça alimente le SNDS. Donc, il contient, on va le voir en détail, mais toute l'activité de soins remboursée en France, de soins au sens large, avec un S majuscule. Et c'est une source extrêmement riche et intéressante
qui a beaucoup d'avantages, qui a aussi des limites, on le verra. Donc voilà le panel, une cartographie rapidement conduite des différentes sources de données possibles, avec, voilà, je vous ai donné quelques éléments d'avantages et limites et de modalités de recueil de ces données-là. On va voir ensuite ce qu'on en fait. Alors les exemples ici, je vais pas les décrire, mais vous pourrez les parcourir. Ce sont pour chacun des pétales de la marguerite ici, je vous ai expliqué en quoi ça consistait et quel était l'intérêt, quelle était l'utilisation. En 20 minutes, si je les décris tous, on n'aura pas le temps d'aller au cœur des choses. Moi, ce qui me semble intéressant à détailler, c'est-à-dire le SNDS, et on aura à mon avis, pas assez de temps pour échanger. Donc, je vous les laisse à titre d'exemple. Je pense qu'ils sont intéressants, juste pour se faire une idée de quel type de données et pourquoi et d'où ça vient et à quoi ça sert et sur quels exemples ça a été mis en place. Mais je les détaillerai pas ici. Il y en a quelques-uns que je détaillerai tout à la fin, parce qu'elles présentent l'intérêt notoire d'avoir des appariements avec le SNDS. Ces diapos-là, je vous les glisse. Voilà, vous verrez que c'est des exemples dans différents domaines. Ici, c'est évidemment les prothèses de hanche, un implant de revascularisation, encore des prothèses ici, encore des implants. Donc voilà, il y a quelques exemples. Et là, le cœur de ce que je souhaitais vous partager avec vous, c'est le SNDS, donc ce qu'on appelle les données d'assurance maladie, que j'appelle moi assez régulièrement quand je dois y recourir la pieuvre, parce que vous voyez que les données viennent de pas mal de sources. Alors je travaille sur il faut savoir que ce SNDS, jusqu'en mai 2017, n'était accessible que par quelques agences de santé, dont l'AFSAPS à l'époque et la NSM, la HAS, au niveau local des ARS, mais tous les autres acteurs de la santé publique, typiquement l'INSERM, ou d'autres acteurs publics, n'avaient accès à ces données-là que sur demande ad hoc. Donc voilà, ils disaient, on a une question de recherche et on souhaiterait y répondre. Il fallait pouvoir écrire un protocole de recherche et pour pouvoir disposer des données. Et seules les données nécessaires à la recherche étaient mises à disposition de l'INSERM. Depuis 2017, alors parallèlement à ça, l'ANSM avait accès et a toujours accès à toutes les données. Évidemment aussi, la CNAM a accès à ces données pour pouvoir faire des recherches. Et vous verrez que ça a un impact parce que ça fait plus de 10 ans, voire presque même 15 maintenant, que ces données sont utilisées à des fins de santé publique, et de recherche sur la santé publique, par la NSM, par la CNAM. Et depuis 2017, par la sphère privée, et plus facilement par l'INSERM également. Voilà, c'est ce qu'on appelle le décret d'ouverture des données. Et donc ces données-là donnent de plus en plus lieu à une utilisation en santé publique par des acteurs de plus en plus divers et avec des questions de plus en plus variées relativement aux produits de santé. Alors, qu'est-ce qu'il comprend, ce SNDS ? Il comprend les données d'hospitalisation, donc qui sont colligées par la TIH. Donc, à chaque fois que vous allez à l'hôpital, que ce soit dans un hôpital privé ou public, toutes vos informations, alors tout est anonymisé évidemment, et les données sont chaînées, mais tout est anonymisé. Les informations d'hospitalisation vont alimenter le SNDS. Tout ce qui se passe en ville, donc c'est ce qu'on appelle le DCIR. Donc quand vous allez consulter un médecin en ville, quand une infirmière vient à domicile pour des soins, quand vous allez chez le kiné, quand vous allez dans un laboratoire d'analyse médicale, faire une radio, donc voilà, toute la médecine de ville va alimenter le DCIR qui viendra également alimenter le SNDS. Donc tout le chaînage se fait via le numéro anonymisé de sécurité sociale. Et puis récemment, les causes médicales de décès, alors avec 3 ans de lag time, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, début 2022, uniquement les causes de décès. Alors c'est déjà très bien, quand je dis uniquement, c'est déjà assez exceptionnel. On a les causes de décès médicales, les causes médicales de décès, pardon, jusqu'en 2018. Et on aura, c'est pas encore complètement, c'est pas encore chargé aujourd'hui. Un échantillon d'informations données issues des maisons départementales liées au handicap.
Voilà, en quelques chiffres, beaucoup d'informations, à la fois avec la médecine de ville, à la fois avec le PMSI, à la fois avec les causes médicales de décès. En gros, 450 téraoctets de données, c'est assez énorme, et tout ça est chaîné, ce qui fait qu'on peut suivre une personne avec son numéro, son identifiant anonymisé, quasiment sur sa vie entière. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Des informations relatives au patient, avec son âge, son sexe, sa date de naissance, des informations, on va dire, démographiques, mais aussi déjà médicales, puisqu'ici, on a tous des diagnostics d'ALD, donc des affections de longue durée. Par exemple, un patient diabétique, un patient avec une pathologie cardiaque qui aura demandé à ce que sa pathologie soit reconnue comme ALD, et il y a une liste bien définie. On aura cette information-là ici. Les éléments régionale ou départementale de résidence. Tout ce qui concerne les soins en établissement de santé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout ce qui concerne la consommation de soins en ville. Mais on a aussi des informations sur le prescripteur et sur l'exécutant des soins. Ce qui est important parce que quand on veut connaître un certain nombre de pratiques médicales, sans ces éléments-là, on ne pourrait pas répondre à certaines questions. Et les pathologies sont identifiées avec les codes CIM-10, donc les codes du référentiel international des pathologies. Donc on a vraiment un tableau du patient, de sa prise en charge, par qui il est pris en charge et pour quelle pathologie, en gros, et avec quel type de prise en charge, en termes de médicaments, dispositifs médicaux et d'actes également. Alors, les atouts du SNDS, c'est un volume et une profondeur de données qui sont uniques au monde. En fait, c'est la seule base de données qui est nationale, avec donc une couverture à 99% de la population française, avec une telle profondeur. Alors, le PMSI, on en dispose depuis 2006. Les prestations de soins en ville présentent une grosse volumétrie, donc ça a été intégré un peu plus tard en 2008. On a l'équivalent des pays nordiques qui ont une culture des registres, donc tout est quasiment enregistré dans le registre dans ces pays-là, avec des populations bien inférieures dans ces pays, et donc nous on a ça à l'échelle française, avec une vraie exhaustivité de la prise en charge, remboursée encore une fois. Toute consommation de prestations de santé qui ne fait pas l'objet d'un remboursement, en revanche, ça ne figure pas dans le SNDS, donc ce sera une des limites. Donc voilà, si on résume les atouts du SNDS, une exhaustivité, publique, privée, ville, hôpital, donc qui permet d'avoir un suivi des patients ou des sujets, parce que tous ne sont pas des patients, tout au long de la vie, en tout cas un suivi longitudinal, avec une profondeur de plus de 10 ans, des données individuelles, donc à la ligne patient, qui permet ce suivi longitudinal, qui permet aussi de bien caractériser à la fois la population d'études, la population de patients, qui permet parfois de faire des bras comparateurs, qui permet vraiment d'avoir ce suivi sur la durée, et puis d'analyser du coup du parcours de soins, de la prise en charge, de l'évolution naturelle de la maladie, de l'évolution de la maladie selon telle ou telle modalité de prise en charge, donc de répondre vraiment à des questions de santé publique. Alors, l'utilisation et la valorisation scientifique du SNDS, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Historiquement, elle a commencé à la NSM et évidemment à l'assurance maladie. Et donc, par exemple, vous avez une cartographie des pathologies les plus communes et des dépenses associées. Alors, les dépenses, ça intéressera un petit peu moins les pharmacoépidémiologistes, ça va intéresser un peu plus les économistes de la santé, mais en tout cas, une cartographie des pathologies les plus fréquentes et leur prise en charge par l'assurance maladie. Donc, il y a un rapport tous les ans. Et évidemment, à la NSM, je vous ai mis ici le lien pour accéder aux rapports d'études et aux différentes publications qui ont donné lieu à un moment donné, éventuellement, à des mesures, en tout cas à des décisions sanitaires, soit directement par la NSM, soit auprès de l'IME. Donc ces études-là, à partir de l'SNDS, ne sont pas négligeables et les anciens collègues des PIFAR, je trouve, font un travail vraiment remarquable avec l'utilisation de ces données. Je vous ai mis ici toutes les références des articles scientifiques parce que l'assurance maladie également réalise des études. Et aujourd'hui, si vous faites une recherche très rapide PubMed avec juste ce mot-clé SNDS ou SNIRAM, qui est l'ancien nom du SNDS, avant l'ouverture des données, vous trouvez plus de 500 références et l'augmentation est assez exponentielle avec l'ouverture des données au domaine privé.
Alors, les limites, évidemment, c'est qu'on travaille à partir d'actes remboursés, à partir de diagnostics qui sont identifiés dans les résumés de sortie des hospitalisations. En revanche, donc ça permet quand même de qualifier un certain nombre de pathologies. En revanche, on n'a pas les résultats d'examen clinique. Par exemple, si vous allez faire une radio, on saura que vous avez fait une radio, mais on n'a pas le résumé d'interprétation du radiologue. Pareil, si vous allez faire des examens de biologie médicale, on sait que vous avez fait tel type d'examen. En revanche, on ne connaît pas le résultat de l'examen. Donc, il faut, dans certains cas, faire des algorithmes en utilisant des proxys. Typiquement, un patient qui va aller faire des examens biologiques avec une glycémie à jeun et une semaine plus tard ou 15 jours plus tard, il s'est fait prescrire des antidiabétiques, on peut en déduire que le résultat de l'examen biologique a démontré qu'il était diabétique. Voilà, ce genre de choses. Mais en tout cas, on n'a pas les résultats, ce qui est quand même assez limitant dans certains cas. Et qui oblige à construire des algorithmes pour identifier certaines pathologies. Tout ce qui est paraclinique, donc le tabagisme, la mesure de la tension. Alors l'IMC, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on a quand même, on sait si un patient est obèse, on a son IMC à partir de 30 par classe de 5. Donc ça, on a quand même des éléments. Mais l'alcoolisme, tous ces éléments-là sont très mal captés dans le SNDS, puisque il y a très peu de produits de santé qui sont liés à la prise en charge, produits de santé remboursés qui sont liés à la prise en charge de ce type de mode de vie, on va dire. Le motif de consultation, lorsque les consultations ont lieu en ville, ne sont pas précisés non plus. Donc si on va chez le généraliste, c'est par le biais de ce que le généraliste aura prescrit en sortie de consultation, donc associé à cette consultation, qu'on pourra éventuellement identifier un motif de consultation, mais il n'est pas écrit stricto sensu et il n'est pas rendu dans le SNDS. Pour tout ce qui concerne les prescriptions, on n'a pas la posologie, on n'a pas la durée. En revanche, en voyant ce qui a été délivré à la pharmacie et ce qui éventuellement est renouvelé, on peut en déduire un certain nombre de choses. Donc voilà, on travaille beaucoup par algorithmie parce que les informations sont riches, sont précises dans certains cas et beaucoup moins dans d'autres circonstances. Les traitements reçus lors d'une hospitalisation ne sont connus que s'ils sont sur la liste en sus, sinon ils ne sont pas connus, au niveau du PMSI national restitué dans le SNDS. Évidemment que dans le PMSI local, on l'a, mais on n'a pas accès au PMSI local dans le SNDS. Il y a très peu d'informations sur la consommation de soins dans les EHPAD, à moins qu'il y ait une PUI. Il y a peu d'informations également sur les praticiens hospitaliers du secteur public, parce qu'on n'arrive pas à descendre au niveau du médecin, alors que dans le privé, on peut le faire. Donc ça, c'est aussi une limite. Et puis, il y a très peu de données sociales. On a la CMU, la CMUC, l'index de déprivation sociale, mais ça s'arrête là. Donc là aussi, ça peut avoir des limites lorsqu'on travaille sur des pathologies ou lorsqu'on pose des questions de recherche qui sont très liées à un statut social ou à des différenciations sociales. Et donc des solutions, c'est ce que j'ai déjà commencé à aborder, c'est qu'on travaille par algorithmie, en utilisant les informations de manière indirecte, les informations qui sont quand même disponibles. Donc on déduit une posologie à partir des renouvellements de médicaments, on en déduit des périodes d'exposition, donc ça permet quand même de répondre à un certain nombre de questions. Et alors il y a d'autres solutions plus complexes que juste l'algorithmie. C'est d'appareiller les données du SNDS avec des données externes. Donc, rappelez-vous la Marguerite que je vous ai présentée au début, où on a un recueil en vie réelle de données à partir de registres, à partir de cohortes ad hoc, à partir de plateformes d'enregistrement de données de santé issues d'un plan actif, par exemple, avec des relevés soit de tension, soit d'arythmie cardiaque, par exemple, pour certains implants cardiaques actifs. Eh bien, on va apparier ces données-là. Alors, je passe sous silence l'appariement déterministe qui consiste à utiliser le numéro de sécurité sociale et à faire faire un appariement
en utilisant ce numéro sécurité sociale. C'est très très rare que la CNIL accepte ce type d'appariement. Par contre, celui qui est couramment utilisé et de plus en plus aujourd'hui et qui va bientôt, je pense, devenir le gold standard dans l'utilisation des données de santé, le SNDS seul répond à un certain nombre de questions, mais vous avez vu qu'il y avait des limites. Donc, pour moi, et c'est ce que j'ai vu dans mon expérience ces dernières années, de plus en plus, pour répondre aux questions de recherche qui se posent, aux questions très pointues, on utilise le SNDS avec d'autres données externes. Je pense qu'on va devenir le standard. Donc, on apparie en fait les données du SNDS ou SNIRAM avec des bases de données externes, donc Orthodoc, registre, à partir de variables communes. Donc, à minima, le sexe, le mois, l'année de naissance, les dates de consultation, il en faut au moins 3 pour qu'on puisse être discriminant. Et la base de données cliniques va apporter des données très cliniques, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, où on n'a pas le motif de consultation, où on n'a pas, sur certains cancers, la taille de la tumeur, la localisation précise, le type de tumeur, le type de récepteur. Ça, on ne l'a pas dans le SNDS, donc on va les récupérer ici. Et dans le SNDS, on va récupérer tout le suivi du patient sur 4, 5, 10 ans. Imaginons qu'ici, on a une cohorte ad hoc, où on a suivi des patients, on a inclus des patients avec des données cliniques très précises sur certaines pathologies en immuno, par exemple, l'activité de la maladie à un temps T et le type des traitements qui sont pris avec la posologie sont extrêmement importants à connaître. On va récupérer ça dans la cohorte et on appariera les données de la cohorte avec celles du SNDS. La cohorte, on va l'avoir suivie par exemple 1 an ou 2 parce que ça peut représenter un coût extrêmement important de suivre beaucoup de patients pendant longtemps. Eh bien, on va suivre ces patients-là une fois qu'ils seront appariés dans le SNDS avec de la prise en charge en vraie vie. Donc, c'est ce qu'on appelle un peu pompeusement médicaliser le SNDS, c'est-à-dire vraiment l'enrichir avec des données cliniques beaucoup plus précises, à la fois en termes de couverture médicamenteuse, d'activité de la maladie, de précision sur la pathologie prise en charge. Donc ça, pour moi, ça va devenir le nouveau gold standard parce que ça permet d'obtenir des données de qualité et avec les précisions en général nécessaires pour répondre à des questions de recherche, encore une fois, de plus en plus pointues. Alors, l'intérêt de l'appariement, donc c'est cette fameuse médicalisation du SNDS que j'évoquais juste avant. En fait, le SNDS, vous voyez qu'il y a un certain nombre d'items, je vous l'ai déjà présenté, mais ce tableau-là résume un peu tout ça, pour lesquels on a de l'information, mais je l'ai indiqué ici en plus ou moins, parce qu'on est obligé d'utiliser de l'algorithmie, d'utiliser des proxys, et on n'est pas totalement, on n'a pas une information claire, nette, franche, c'est blanc, c'est noir, c'est très précis en termes de numérique. On construit des choses par l'algorithme. Donc, on s'en débrouille, mais parfois, ça ne suffit pas pour répondre à des questions de recherche très précises. Donc, ces éléments-là seront apportés typiquement par les données d'une cohorte ad hoc ou du registre ou d'un ICRF, enfin, d'une étude clinique observationnelle. Et donc, vous voyez bien que là où j'ai ici du à peu près, où je n'ai pas l'info, eh bien, je retrouve ma petite coche verte dans mon autre colonne apportée par la cohorte. Donc, c'est tout l'intérêt de l'appariement, c'est que si on cumule les deux colonnes, SNDS et données externes, eh bien, on arrive à avoir sur chacune des lignes, pour les variables et les informations qui nous intéressent et qui seront nécessaires pour répondre à la question de recherche au cours de l'étude et pour prendre des décisions de santé publique derrière, eh bien, on peut cocher toutes les cases, toutes les lignes, alors pas toutes les cases, mais toutes les lignes en combinant les deux sources de données. Donc, sur chacune des lignes, je vais avoir l'info, soit par une source, soit par l'autre, une fois que les données seront appariées. Et je vais pouvoir, à partir de ça, répondre à la question qui se pose et documenter une décision de santé publique, vis-à-vis d'un médicament, vis-à-vis d'une prise en charge. Le panel des questions en santé publique est assez large. Alors, quelques exemples ici de ce qui a pu être fait. En prenant l'exemple, j'ai repris quelques exemples du début. Donc, le registre TAVI, qui est le registre de valves ici. En 5 ans, alors à la création du registre, en 2010, il y avait 4200 patients dans 34 centres avec un super taux de suivi, 100%. En 2013, le registre s'est agrandi et tous les patients implantés par TAVI, quelles que soient les marques, quel que soit le profil du patient, donc sans aucune sélection, tous les patients étaient inclus dans le registre.
ce qui a conduit en 5 ans à un registre de 28 000 patients dans 50 centres, avec un taux de suivi en chute notable. Les centres ne pouvaient pas suivre, les investigateurs et les ARC ne pouvaient pas suivre, si bien que le recueil de l'information sur le suivi longitudinal devenait mauvais. Donc on avait bien des informations très pointues sur les patients à l'implantation, mais on ne savait pas bien ce qui devenait. Et pour remédier à ce problème-là, et pour suivre les patients au long cours, et pour continuer à monitorer ce qui se passait avec ces valves, eh bien, le registre a été appareillé aux données du SNDS, dans un entrepôt de données dédié, ce qui fait qu'aujourd'hui, le registre apporte toutes les données d'information au moment de l'implantation. Par ailleurs, les patients, on leur demande pas grand-chose, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on inclut dans le registre et dans la mise à jour du suivi des patients via le registre uniquement les résultats d'imagerie et d'échographie du patient. Et tout le reste de la consommation de soins, tout le reste des événements de santé, tout le reste de la prise en charge, elle est connue et elle est décrite et elle est analysée grâce aux données du SNDS. Ce qui fait qu'il n'y a pas de recueil de données ad hoc spécifique à faire sur tout ce suivi des patients pour leur prise en charge. Tout est fait automatiquement dans le SNDS. Alors évidemment qu'après, il y a beaucoup de travail de traitement de la donnée, mais il n'y a pas de recueil de données pour les 28 000 patients concernés et les inclusions continuent à se faire très régulièrement. Donc le registre continue à augmenter, mais les seules informations nouvelles qu'il faut que les responsables du registre s'appliquent à incorporer dans le suivi des dossiers des patients, c'est uniquement les informations qu'on n'a pas dans le SNDS, qui ne sont pas disponibles dans le SNDS, à savoir le résultat d'échographie et d'imagerie médicale. Tout ce qui est disponible dans le SNDS et qui, du coup, ne nécessite pas d'action supplémentaire pour avoir l'information, elles viennent du SNDS et elles sont analysées en tant que telles. Donc il y a un vrai gain d'énergie sur du recueil d'informations qu'on peut trouver par ailleurs en routine, et vraiment un focus de l'énergie sur la donnée clinique et les informations cliniquement pertinentes pour pouvoir classifier les patients, pour pouvoir les stratifier dans les différents groupes et pour pouvoir faire des analyses qui soient les plus précises et les plus intéressantes possibles après en termes d'interprétation. Un autre projet qui est en cours, qui est un très très beau projet, dont je vous parlais au tout début, c'est le projet Hydro, donc de la société Implicity, qui récupère les données d'enregistrement de plus de 20 000 patients implantés avec des pacemakers. Donc il y a un enregistrement en continu des rythmes cardiaques. Et avec ces enregistrements, donc ça représente des gros volumes de données, les patients ont été appareillés avec leurs données dans le SNDS, donc toujours par appareillement probabiliste, comme ce que je vous indiquais tout à l'heure. Et puis, à partir de tout le devenir de ces patients, et en particulier des événements de santé à caractère cardiaque, eh bien, les données d'enregistrement en permanence, en temps réel et en continu des pacemakers sont utilisées pour essayer d'entraîner un modèle de prédiction de crise d'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pacemakers peuvent éventuellement générer des alertes auprès des cardiologues ou des médecins qui suivent ces patients, ce qui fait qu'à un moment donné, trop d'alertes tue l'alerte et les médecins reçoivent des alertes qui ne sont pas cohérentes, qui ne sont pas pertinentes et n'en tiennent pas compte. Alors qu'avec un modèle beaucoup plus précis, beaucoup plus acute, enfin plus pertinent, eh bien les crises d'insuffisance cardiaque pourront être prédites et donc les alarmes sur ces pacemakers, et en tout cas dans les logiciels des médecins, seront beaucoup plus pertinents et avec évidemment une meilleure prise en charge des patients, une meilleure anticipation de ce qui pourrait se produire. Donc ce projet-là est en cours. Après, un autre projet qui concerne l'apnée du sommeil, donc là encore avec le recueil de données d'enregistrement de dispositifs médicaux utilisés par ces patients et un chaînage avec le SNDS pour, encore une fois, analyser à la fois la durée de traitement de ces patients-là et puis analyser l'observance de ces patients, puisque vous savez que pour ces patients-là, vous ne savez peut-être pas, que pour ces patients-là, le niveau de remboursement de la prise en charge de l'apnée du sommeil
est adossé à leur observance au traitement. Et donc, sans avoir de réponse sur l'observance du traitement, le remboursement de la prise en charge devenait compliqué. Donc là encore, une utilisation en santé publique, à la fois pour voir quelle est la prise en charge, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, et comment faire pour savoir si les patients sont observants et s'il faut améliorer les règles en vigueur pour le remboursement de la prise en charge et leur prise en charge. Donc là, un petit récap des avantages et limites. Et ce que j'ai envie que vous gardiez à l'esprit, c'est que ce qui est important, c'est d'avoir une bonne adéquation entre la source des données, ou les sources, parce que de plus en plus, il faudra des sources qu'on apparie et qui s'enrichissent les unes les autres, et les objectifs de l'étude, mais aussi le stade du produit. Est-ce qu'il est en pré-market? Est-ce qu'il est en post-market? Est-ce que c'est déjà un produit qui est utilisé en routine? Auquel cas, évidemment, le volume de données n'est pas le même. Les interlocuteurs qui recueillent la donnée et ou qui apportent la donnée ne sont pas forcément les mêmes. Les conditions de recueil de la donnée ne sont pas forcément les mêmes. Et c'est très important d'avoir cette petite équation en tête, d'avoir une adéquation entre les sources de données et les objectifs. Et pour ce faire, il est important d'identifier et de rechercher les bonnes sources de données. Et donc, c'est en ça que je vous disais que j'aimerais que vous repartiez ce soir avec ça, voilà. L'exemple qu'elle m'a donné là me donne une idée, ou cette utilisation-là me donne une idée. C'est important d'ouvrir ces chakras sur quel type de données je pourrais utiliser, qu'est-ce qui existe déjà, et qu'est-ce qu'il faudrait que je génère comme données pour pouvoir répondre à ma question. Alors, dans cet exercice-là, les cliniciens sont un atout majeur parce que ils sont au premier rang auprès des patients, et donc c'est vraiment des interlocuteurs clés. Et le pharmaco-épidémiologiste est aussi un interlocuteur clé parce qu'il a une connaissance des bases de données qui existent, il a une connaissance de la façon dont on peut recueillir de la donnée. Et donc, c'est tout ce mélange de compétences qui fait qu'on arrive à identifier les meilleures sources de données pour répondre à l'objectif et à la question posée. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai conscience que ça peut faire peut-être beaucoup d'informations en même temps, mais si vous avez des questions, je suis évidemment tout à fait disponible. Et vous verrez que ici, je vous ai mis quelques éléments complémentaires. Il faut avoir en tête que pour accéder au SNDS, entre le moment où on commence à réfléchir à la question de recherche et le moment où on touche aux données, il faut 1 an et demi à peu près. Quand on est dans le privé, c'est-à-dire quand on n'est pas ni à la NSM, ni à la CNAM, ni à la HAS, qui sont les agences qui ont accès aux données en permanence, qui ont un accès permanent. Donc c'est important à avoir en tête. C'est-à-dire qu'il faut vraiment anticiper. Il y a tout un process réglementaire d'obtention d'autorisation par un comité scientifique, par la CNIL, par la CNAM, avec laquelle il faut conventionner. Donc c'est un process qui est pas neutre et pour lequel il ne faut pas se tromper. Parce que 1 an et demi, c'est long. À la fois, c'est court et c'est long. Ça dépend des types de pathologies qu'on peut étudier ou de la question de recherche, mais c'est important à avoir en tête. Et puis là, je vous ai mis quelques guides et liens utiles sur les données en vie réelle, donc avec l'Association française des CRO, parce qu'il faut savoir que pour avoir accès au SNDS, quand on est un industriel, on ne peut pas avoir accès soit tout seul. Il faut avoir recours à une CRO, donc une organisation, une tierce partie qui aura, elle, les autorisations d'accéder aux données. Les laboratoires pharmaceutiques ou les industriels du dispositif médical ne peuvent pas avoir accès aux données eux-mêmes. Il faudra avoir recours à une société, une tierce partie, on va dire. Quelques éléments intéressants produits et fournis par la HAS sur l'utilisation de ces données pour l'étude en vie réelle des médicaments et des DM. Le guide méthodo de la HAS couvre les 2 domaines, donc c'est intéressant d'aller regarder ça aussi. Je vous ai mis les liens utiles de quelques sources de données dans les essais cliniques qui peuvent, une fois qu'ils sont finis, constituer des bases de données qu'on peut apparier avec le SNDS a posteriori. Ça ne pose absolument aucun problème. Si tant est qu'on ait des variables communes pour pouvoir faire l'appariement.
des éléments intéressants, des registres qui existent aussi donc sur cette plateforme, Épidémiologie France. Et puis là, tous les exemples que je vous ai donnés dans la marguerite du début, avec le détail bien précis de chacun d'entre eux. Voilà. J'en ai fini avec ma présentation. J'espère que je ne vous ai pas tous perdus, vous êtes tous encore bien là, et j'espère que vous aurez des questions. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une question, oui. Marie-Pascale Thibardien. Donc, moi, je suis plutôt dans le domaine vétérinaire, mais ça n'a pas d'importance. Je suis très intéressée par tout ce que vous avez raconté. Et je m'interroge notamment sur ce que vous avez dit concernant le fait que la France occupait une position privilégiée en termes d'aptitude à collecter des données. Est-ce que c'est utilisable dans d'autres pays, en Europe ou ailleurs? Oui. Alors, dans la question, est-ce que c'est utilisable, c'est est-ce que les données françaises sont utilisables ailleurs en Europe, ou est-ce qu'ailleurs en Europe, il y a des cas de figure similaires? Non, c'est est-ce que les gens considèrent que les données ou les résultats qu'on obtient en faisant les appariements dont vous parlez, est-ce que c'est transposable ailleurs? Oui, alors en Europe, les données françaises sont traditionnellement très bien acceptées par l'IME, donc pour le médicament, et par la Commission européenne, puisque ce qui se passe en France, modulo la prise en charge qui peut être un peu différente d'un pays à l'autre, mais en tout cas, une description d'une pathologie ou des descriptions de facteurs de risque ou une description d'une incidence d'une pathologie, par exemple, lorsqu'on utilise ces données-là, c'est complètement homogène en Europe. Il n'y a pas de grosse disparité au sein de l'Europe dans les caractéristiques des populations. Okay. Si vous voulez aller aux États-Unis, il faut quand même apporter des éléments. Va falloir, alors comme on n'a pas nous l'ethnicité ou ces éléments-là, c'est des informations qu'on n'a pas du tout. Il faut juste quand même trouver à un moment donné, soit dans la bibliographie, soit avec des bases américaines, mais on a des bases équivalentes aux États-Unis. La seule différence, c'est que c'est des bases qui ne couvrent pas le pays entier. Donc ça marche que par État ou par type d'assurance. Okay. Donc les patients n'ont pas un fil de vie comme on a nous dans le SNDS, parce qu'il suffit de changer d'employeur et d'assurance, et on sort d'une base, on rentre dans une autre. Donc ils n'ont pas cette notion de suivi longitudinal sur quasiment vie entière. Mais voilà, il faut quand même rajouter un petit élément de en quoi mes résultats sont transposables à votre population. Donc il y a un petit ajout. Voilà, il faut avoir ça en tête. Okay. n'est pas transposable immédiatement, ou en tout cas très rarement. Ok, super, merci. Au sein de l'Europe, c'est suffisamment homogène pour que ça soit très très bien accepté. Okay. Merci. Je crois qu'il y avait une question de Philippe. Oui, merci beaucoup pour ta présentation. C'est vrai qu'on en rêve depuis longtemps d'utiliser cette base. Mais moi, je suis très inquiet parce que je vois que l'autorité publique ne l'utilise pas. Parce que l'autorité publique pourrait, grâce à la base de données, voir les patients qui ont été voir 40 médecins le même jour, qui ont eu 350 prescriptions différentes, etc., etc. Donc, mon premier sentiment, mais qui n'engage strictement que moi, c'est qu'on a une base formidable, mais que le politique n'a pas envie de l'exploiter pour des raisons que je peux éventuellement comprendre, notamment en période électorale. Mais on est toujours en période électorale, ce qui fait qu'on ne les utilise pas. Alors, elles sont utilisées en fait. Hein. Elles sont alors peut-être pas utilisées à hauteur de ce qu'elles pourraient être utilisées, mais à la fois la NSM qui l'utilise pour des objectifs de santé publique, et ils font vraiment un super travail chez Epipharm, ils font un super boulot. Ils font d'ailleurs, ils publient des études qui sont remarquables. Et l'assurance maladie l'utilise aussi et pour générer du signal. Alors après, là, ce dont je parle, c'est plutôt un aspect économique et consommation de soins par le citoyen. Ça, c'est encore un autre volet. Mais en tout cas, elle est utilisée. Moi, je me basais que sur le problème de iatrogénie. Hein. Je n'étais même pas économique. Hein. Ouais, ouais. Mais quand un patient a 4 ordonnances différentes de 4 médecins en l'espace d'un mois, et que les médecins ne savent même pas ce que l'autre a prescrit,
j'étais uniquement en termes de risque de iatrogénie. La deuxième chose, c'est que j'avais pu comprendre que les logiciels, enfin que la base de données, initialement, n'avait pas été conçue pour l'utiliser en termes de requêtes. Et que donc, les logiciels qui permettent d'aller chercher les informations étaient assez complexes parce que les données n'étaient pas strictement structurées dans la base de l'assurance maladie. Alors, est-ce que les choses évoluent? Ah, elles sont très structurées, au contraire. Ah bon? En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'elles sont structurées pour avoir des applications de remboursement de soins et donc pas à vocation d'études épidémiologiques. Donc, on la tord un peu. C'est pour ça qu'elle n'a pas, qu'elle manque, entre guillemets, d'informations noir sur blanc et structurées quant aux motifs de consultation, quant à la dose prescrite et la posologie prescrite. Tout ça, effectivement, ça ne figure pas parce que le rembourseur, lui, il s'en fiche de savoir que la posologie, c'est tant ou tant. Ce qu'il regarde, c'est le nombre de boîtes qui a été délivré. Donc, on se débrouille autrement, par de l'algorithmie, c'est ce que j'expliquais. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'informations cliniques qui ne sont pas inscrites de manière structurée. Donc, c'est évidemment qu'au niveau local, dans le one-one avec le patient, l'information, elle existe, mais elle ne remonte pas dans le SNDS national de manière structurée, parce que c'est une base de remboursement avant tout. Donc, on la tord un peu pour en faire de l'épidémiologie, on arrive à lui faire plein de choses, mais ça a des limites, parce qu'elle n'a pas été conçue pour ça. Mais est-ce qu'elle va évoluer? Est-ce qu'elle va évoluer? Elle a déjà évolué avec l'ajout d'un certain nombre d'actes beaucoup plus précis, de diagnostics plus précis. Donc, elle évolue. Alors, elle évolue peut-être pas aussi vite que les épidémiologistes le voudraient, mais elle a déjà évolué. Elle évolue. Oui. Je crois que la puissance publique et encore une fois, le boulot que fait l'EPIFAR pour sensibiliser sur l'utilisation de ces données-là et la valoriser, et valoriser ces données et son utilisation et leur utilisation, fait que la puissance publique a compris, et la CNAM qui utilise ces données depuis un certain temps déjà, fait que oui, les gens comprennent aujourd'hui que l'intérêt de ces données et l'intérêt qu'on a quasiment à portée de doigt plein de registres dans plein de domaines, modulo quelques aménagements à réaliser, et ça avance, doucement, mais ça avance. Merci. Et Jean-Claude qui avait une question aussi. Je crois que j'ai vu une main se lever. Oui, tout à fait. Oui, effectivement. Merci Sandrine, c'était très clair. J'étais très, très heureux de voir ces évolutions d'appariement parce que ça conforte l'idée qu'il fallait pousser, et il faut encore pousser pour développer plus de registres, parce que on sait bien que c'est un élément majeur. D'ailleurs, le règlement européen lui-même incite les États membres à faire en sorte que des registres se développent, donc on est dans une logique favorable. Alors par contre, comme tu le sais, le règlement va imposer à beaucoup de fabricants qui ont des produits déjà sur le marché depuis un certain temps de trouver des données cliniques de confirmation du bénéfice-risque pour la recertification au titre du RDM. Et ça, malheureusement, étant donné, tu ne l'as pas précisé, mais la plupart des dispositifs médicaux, y compris implantables, ne sont pas forcément identifiables dans le SNDS, ne sont pas tracés en tant que tels, faute d'un code de remboursement spécifique. Ouais. Et donc, je comprends que peut-être, avec un bémol qui est celui du délai d'accès aux données, mais en dehors de ça, la capacité peut-être à partir d'un certain nombre de données d'implantation dans un certain nombre d'établissements hospitaliers pour un dispositif qui mérite d'être certifié, permettrait peut-être un appariement et du coup d'aller vérifier ce que sont devenus les patients en question, parce qu'évidemment les patients implantés, ils se baladent et évidemment les fabricants vont à la pêche. Et donc ils ont en théorie jusqu'à 2024 pour s'en sortir. Il y aura sûrement des délais supplémentaires, mais en tout cas, voilà. Donc, franchement, ce point de l'appariement, pour moi, est vraiment un progrès gigantesque que je n'avais pas réellement perçu comme arrivant aussi vite, et j'en suis donc très, très, très content. C'est vrai que ça va devenir le gold standard, je pense, hein, vraiment, parce que ça ouvre quand même des perspectives. Alors, à condition que des deux côtés, on ait suffisamment de données communes pour pouvoir discriminer et reconnaître un patient. Quand je dis reconnaître un patient, encore une fois, tout est anonyme, mais pas parier A avec B, quoi. C'est clair que ça ouvre quand même des perspectives, et c'est de plus en plus le cas aujourd'hui dans les demandes qui aboutissent au CESRES, donc l'instance qui évalue les demandes d'accès aux données, que ce soit le PMSI seul ou le SNDS. Il y a de plus en plus de demandes d'études avec données à parier.
Mhm. D'autres questions, remarques, commentaires? Pas l'impression. Non. Et il est 20h02. Bon timing. Dernière J'enverrai les slides, Charzad, et puis comme ça pourrait être communiqué à tout le monde, Bien sûr. ceux qui veulent continuer à creuser le sujet. Puis s'il y a des questions qui arrivent a posteriori, je peux répondre. Avec plaisir, je renvoie ça, je transmets ça demain. Ah, il y a une question. La dernière question. Oui, bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. J'avais une question concernant la base Eudamed, parce qu'on n'a pas parlé autant des DM. La base Eudamed, justement, où on en est, parce qu'effectivement, c'était un sujet qui était en cours de développement au niveau de l'EMA, et de savoir un peu de sa mise en place, et notamment sur justement les DM qui sont donc logiciels ou métiers, notamment sur au niveau post-market, les PMCF, si c'est quelque chose qui aujourd'hui est opérationnel dans les établissements, et si aujourd'hui justement les chercheurs, les épidémiologistes ont accès à cette base de DAMED pour étudier un petit peu les risques en post-market des DM qui sont nouveaux règlements. Je vois Jean-Claude qui bouge, je veux bien que tu prennes la main parce que moi j'ai un peu. Alors Eudamed, moi j'ai participé à la version bêta, même alpha, même encore avant. Donc la version actuelle, je pense qu'elle est à jour, mais je ne suis pas sûre que. Enfin, elle est ouverte, mais je pense pas. Je ne sais pas si tous les modules sont ouverts et sont accessibles. Je pense que tu es plus à jour que moi, Jean-Claude, là-dessus. Je n'ai pas en tête que les épidémiologistes aient particulièrement accès. Pas plus, pas moins que. Non, en fait, la base est ouverte pour ce qui est des opérateurs et des dispositifs eux-mêmes, des produits. Pour l'instant, avec on va dire un contenu qui est obtenu à titre volontaire par les opérateurs, en attendant l'obligation qui va intervenir à terme lorsque tous les modules seront ouverts, la vigilance, les essais cliniques, etc. Mais la base de DAMED, elle n'est qu'une base de produits. Donc, ce n'est pas du tout l'équivalent du SNDS. Enfin, ça ne donne aucune information intéressante, si ce n'est un identifiant unique européen qui permettra de tracer. Et donc, ce qui est en cours, c'est l'intégration de ces identifiants de tous les dispositifs, notamment implantables, dans le système hospitalier, de façon à les retrouver et à identifier ces dispositifs dans le SNDS. Donc, on est dans un système à double détente. Donc, Eudamed en tant que tel n'apporte rien, si ce n'est, à terme, l'exhaustivité de tous les dispositifs présents sur le marché et leur identifiant unique qui figurera sur leurs emballages, sur les dispositifs eux-mêmes, etc., les étiquetages permettant de les scanner dans tout le circuit hospitalier et donc de les retrouver dans le PMSI, etc., et donc dans le SNDS. Donc malheureusement, ça va se faire progressivement. Pour l'instant, il n'y a que les implantables et classe 3 qui ont un identifiant, qui souvent d'ailleurs est le même qu'aux États-Unis, qui a développé l'identifiant en premier avant l'Europe. Et ces identifiants donc, vont pouvoir commencer à être introduits dans les SNDS. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'usage évident possible. C'est pour ça que j'évoquais cet intérêt de l'appariement et donc d'essayer de reconstituer, si je puis dire, des sortes de registres focusés sur un dispositif précis pour essayer ensuite d'aller regarder le devenir des patients pour construire le PMCF, c'est-à-dire qui n'a pas été fait. Enfin, je rappelle qu'il était obligatoire depuis 2010. Malheureusement, il y a eu très peu d'études post-marché réellement correctement réalisées et qui seraient aujourd'hui très utiles pour la recertification au titre du RDM. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas fait le DPMCF depuis 2010, effectivement, le fait d'avoir un identifiant à terme permettra d'avoir des données dans les SNDS, mais en attendant, il faut trouver une parade. Et peut-être la parade, c'est l'appariement, c'est-à-dire à partir d'un dispositif utilisé dans une centaine d'hôpitaux français, par exemple, d'imaginer de constituer une espèce de cohorte de patients implantés dans ces établissements, à partir desquels
on pourra aller à terme, si tout se passe bien dans l'appariement, je n'ai pas forcément tout bien compris, mais permettre d'aller retrouver le devenir. Est-ce que les gens voilà, ont été réopérés ailleurs, etc. Chose qu'on ne sait pas dire facilement aujourd'hui. Voilà, mais Eudamed en tant que tel, encore une fois, est un outil de régulation, c'est un outil à usage de tout le monde. Hein. On pourra y retrouver plein d'informations, mais pas des données d'utilisation. Voilà, donc il ne fournira qu'un identifiant unique qu'on pourra à terme retrouver dans le SNDS. Juste une question remarque par rapport à ce que vous disiez. Donc les classes 3 DM, vous les appliquez également au DM logiciel ou vous incluez effectivement les DM non logiciels? Alors, l'identifiant unique du dispositif va s'appliquer à tout, y compris au logiciel. Simplement, le calendrier, l'obligation de la position des identifiants sur les étiquetages ou reliés. Alors, pour les logiciels, c'est un peu plus compliqué puisque, évidemment, mais il est prévu, ils auront un identifiant et cet identifiant devra être mis sur les notices d'utilisation, etc., dans un calendrier qui dépend de leur classe de risque. Donc, en fait, on raisonne par classe, c'est-à-dire les classes 3, les classes 2 ensuite et les classes 1 tout à fait à la fin. Alors, je n'ai pas le calendrier exact en tête, mais ça se fait. Et à la date là, de mise en œuvre du RDM en mai dernier, ça n'était que les plus à risque qui étaient concernés par la position de l'identifiant. Par contre, tout dispositif peut accéder aujourd'hui, à titre volontaire pour l'instant, et obligatoire dès que DAMET sera pleinement opérationnel, mais tout le monde peut entrer en tant qu'opérateur, ensuite entrer un dispositif, y compris un logiciel, et obtenir ensuite un identifiant auprès d'un des opérateurs d'identification que la commission a défini, hein, que HIBS, GS1, etc. Merci beaucoup, du coup, pour les compléments. Merci Jean-Claude. Avec plaisir.